chef de service, on ne sera jamais chef de pôle PU. Sauf à dire qu'un jour, je vois qu'il y a la directrice de l'école de sage-femme derrière moi, bonjour, sauf à dire qu'un jour, effectivement, on est des sages-femmes PU, P, je ne sais pas quoi, mais en tout cas avec une bi-appartenance à l'université, donc à l'équivalent des médecins. Enfin, moi, je l'espère de tout mon cœur qu'on aura des créations d'UFR de maïeutique. C'est un vœu qu'on a tous et depuis très très longtemps. Donc, je pense qu'on se prend les pieds, enfin on est en train de se prendre la tête pour des trucs qui, au final, sur le fond, je l'ai dit l'autre fois, on veut tous la même chose. C'est la manière d'y arriver sur laquelle on n'est pas totalement d'accord, mais au final, on veut tous la même chose pour la profession. Caroline ? Donc la gestion des affaires médicales, normalement, notre profession doit l'être, déjà, depuis toujours. Elle n'a jamais été, ou en tout cas peut-être 2 hôpitaux sur toute la France, mais les affaires médicales doivent nous gérer déjà dès maintenant. Ça n'est pas le cas. La filière médicale maïeutique, qui ne sera toujours pas un statut médical, encore une fois, on ne sera pas plus géré par les affaires médicales, sauf si les établissements le veulent bien, mais comme ils pourraient le faire déjà actuellement. Donc ce sera encore à l'appréciation des directions d'hôpitaux. Et pour revenir sur les cadres, l'association des sages-femmes cadres fait partie du collectif. C'est que justement, ce fameux statut médical, elle le voit très très bien aussi, parce qu'actuellement, en étant cadre, elles sont, entre la direction des soins, etc., elles sont bloquées, elles ne peuvent pas gérer leur service comme elles le voudraient, notamment au niveau des postes, etc. Donc, le fait qu'elles aient rejoint le collectif et qu'on travaille ensemble depuis quelques années sur ce fameux statut médical qui libérerait enfin aussi elles, qui leur permettrait d'organiser les services comme elles veulent, ça, je pense que c'est aussi un message fort de leur part. Donc, un statut médical pour une profession médicale, pour elles, ça leur parle. Et effectivement, cette hiérarchie n'existerait plus parce que la hiérarchie, encore une fois, c'est celle de la filière des soins. Donc c'est pour ça qu'il y a des cadres, cadres sup, etc. Maintenant, elles auront des fonctions de, je ne sais pas, ça peut s'appeler coordonnatrice ou coordinatrice de quelque chose, etc. Les médecins, eux, au jour le jour, ont aussi leur petite fonction de organiser les plannings pour la consultation, organiser le planning pour les gardes, etc. Ça se ferait très très bien, et toujours pareil avec le lien avec la direction. Ça n'empêche rien. Maintenant, pour revenir sur la CME et effectivement l'élargissement enfin des représentants sages-femmes et qu'il y a un étudiant sage-femme, ça c'est parce que Marisol Touraine, en étant arrivée au pouvoir, a voulu que les directoires changent et qu'on réintègre notamment des usagers pour les comités de direction et que les CME s'élargissent un peu en dehors des médecins. Donc ça c'est très bien. Ça n'a rien à voir avec notre statut médical. En revanche, le fait qu'on soit une profession médicale dès maintenant, et dès depuis 2009 maintenant, où on est dans les CME, il n'y a rien de nouveau. Donc, encore une fois, la filière maïeutique médicale ne changera rien sur le plan des directions et sur le plan de nos représentations, puisqu'on y est déjà. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce statut médical soit affiché très clairement et qu'on soit lisible sur le plan aussi administratif. Donc les affaires médicales, en étant un statut médical, elles n'auront pas le choix. On devra être géré par elles et pas personne d'autre. Voilà. Et ça, c'est fondamental, encore une fois. Alors, la grande question, j'écris des émoluments, pour pas dire Salaire. ce que tu as au fond de la poche à la fin du mois, les rémunérations. Je vais vous demander d'être bien précis sur ce sujet, parce que ça, c'est quand même un des points d'accroche importants. C'est très demandé. Alors, je propose de poser d'abord la question. On a lu quelques endroits que la CGT proposait de s'appuyer notamment sur les grilles salariales des ingénieurs. Alors, nous, on nous avait dit à la base, ingénieur hospitalier en chef qui démarre échelon 1 à 1830 €. Bon, tu me dis que c'est pas la bonne grille. Est-ce que tu peux nous expliquer, au niveau des émoluments, qu'est-ce qui va changer pour nous? Qu'est-ce qui doit changer? Alors, cette revendication salariale, c'est pas la revendication unique de la CGT, c'est le fruit des 3 années qu'on a passées, y compris Caroline et moi, à discuter d'une plateforme revendicative commune pour la profession.
Et on avait dit, ben, à un moment donné, sur un plan salarial, on mérite quoi on peut se comparer à qui on ne peut pas se comparer à des médecins, on fait 2 fois moins d'années d'études qu'eux. Mais... Alors on a dit, ben, il y a une profession masculine qui a bac plus 5, qui n'a quand même pas nos responsabilités médico-légales, mais qui gagne beaucoup plus que nous, ce sont les ingénieurs hospitaliers. Alors on l'a tous regardé ensemble de très près et on a convenu que dans la mesure où on avait des responsabilités médico-légales importantes, que n'ont pas les ingénieurs quand même, on pourrait se calquer sur des salaires équivalents, hein, pas sur leur grille complète, hein, mais sur les salaires équivalents, en partant de la grille des ingénieurs hospitaliers principaux, c'est-à-dire que les ingénieurs hospitaliers de base, on a décidé qu'on avait beaucoup plus de responsabilités qu'eux, donc on part d'au-dessus. Donc eux, ils partent de l'indice 460, ce qui fait 2129 € de salaire mensuel. Et ils arrivent pour les principaux à 783, ce qui fait 3625 € de salaire. Et puis nous, bien évidemment, comme on enlève tous nos grades de cadre sup, etc. Donc on demande un déroulement linéaire pour tout le monde, jusqu'à la fin de la grille des ingénieurs hospitaliers chefs, donc qui vont jusqu'à l'indice 1058, ce qui fait 4898 € en fin de carrière. On propose une carrière de 30 ans. Qui devrait donc pour nous se dérouler comme ça, tout le monde accédant sur 30 ans du premier au dernier échelon. Alors pour vous faire une comparaison, un PH au premier échelon, il gagne 4081 € par mois. Donc on est à un peu plus de 50% d'un salaire de PH. C'est-à-dire que nos propositions, elles ne sont pas ridicules. Un PH, c'est 4081 € par mois. Au dernier échelon, c'est 7411 € par mois. Je parle d'un PH qui n'est pas PU, ou qui n'est pas MCU, parce que s'il est MCU, PU, il a son salaire universitaire, et ça, ce sont que des indemnités pour eux. Hein, bon, on a compris. Donc, si nous, on part de 2129 € par mois, en admettant qu'on prenne le premier échelon des ingénieurs principaux, et qu'on monte à 4898, on est quand même à peine un petit peu, on est quand même un petit peu au-dessus des 50%, mais pas plus. Donc ce ne sont pas des revendications de folie quand on sait qu'on a quand même notre bac plus 5, qu'on mérite quand même plus de la moitié, ou quand même, ce qu'on réclame, d'un salaire de PH. Donc on en a convenu que pour une grille de fonction publique, c'était une grille de fonction publique. Alors je ne vous parle pas de la grille telle qu'elle est. Nous, les propositions, elles vont de 2250 à 4005 en gros, ou tu vois, un truc du genre, quoi. Donc on est sur quelque chose de très réaliste quand on se regarde tel qu'on est. Bien évidemment que si on regarde d'où on part, pour arriver où on arrive, on peut dire ah, mais c'est de la folie pure. Oui, mais alors à ce moment-là, on ne demande plus rien. On prend les 100 € qu'ils nous ont donnés il y a 10 jours et on dit ah ben écoutez, 100 € c'est parfait. Hein. Bon, non, on est bac plus 5, on veut une revalorisation à bac plus 5. En plus, on est une profession médicale avec des responsabilités médico-légales. Donc on chante toute la première grille des ingénieurs normaux. On part directement sur les ingénieurs principaux et on déroule jusqu'à la fin des ingénieurs en chef. Et là, quand on regarde les salaires, on n'est pas dans des revendications qui sont trop importantes pour ce qu'on vaut. Ou alors ça veut dire qu'on ne vaut pas la moitié d'un PH. Caroline ? Oui, donc nous, ce serait plutôt de faire nos grilles de sage-femme, déjà, tout simplement. Donc la CFTC a travaillé dessus, effectivement, en dehors des mesures transitoires, etc., de comment y arriver. Bref, nous, on avait tablé sur du 70% des grilles de PH. Alors, pourquoi on s'est basé sur cette grille-là? C'est parce que le statut médical de praticien hospitalier, donc qui concerne les dentistes, les pharmaciens et les médecins, c'est un statut unique, avec une écriture de loi unique, avec une grille unique. Quand on dit au chirurgien viscéral qui gagne comme le dentiste bac plus 6 à l'hôpital qui est PH, c'est la réalité, c'est comme ça, puisqu'il n'y a pas de hiérarchie dans les professions médicales. Nous, à aucun moment, on a dit gagnons comme les médecins, c'est super, jamais de la vie. En revanche, puisque nous pouvons créer notre statut, on s'est dit, alors oui, bac plus 5, mais effectivement, il y a notre autonomie d'exercice, effectivement, la responsabilité médicale qui est 50-50 avec les médecins quand il y a des problèmes, je parle du privé, hein, parce que dans le public, ça se négocie autrement. Donc, tablons haut, parce qu'on mérite très très largement, et on peut être prétentieuse
avec ce qu'on fait au jour le jour, et avec les responsabilités qu'on a, et avec les assurances également qui nous tapent dessus quand il y a besoin, au même titre que les médecins, on est bien d'accord. Mais voilà, donc nous, on s'est plutôt basé sur du 70%. Après, évidemment, ce sera négocié. Est-ce que ce sera du 60? Est-ce que ce sera du 75? Bref, peu importe, mais en gros, on s'est calqué sur du 70% la grille des péages. Donc ça fait du, peut-être au départ, 2500 € jusqu'à, il faudra bien recalculer ça, mais jusqu'à du 5000 € en gros. Vous avez grossièrement aussi. Oui, la même chose. on n'est pas loin. On n'est pas en général. L'évolution de carrière dans vos deux statuts, il est calqué encore une fois sur des formes d'échelons. Comment ça se passe? Comment la sage-femme qui est hospitalière va évoluer dans sa carrière? L'évolution elle est linéaire. Tu as une grille du début jusqu'à la fin, donc il n'y a pas de hiérarchie au sein de la profession. Maintenant, le fameux temps de recherche, tu l'auras. En fait, globalement, que tu aies, mais c'est comme actuellement, que ce soit pour les médecins ou pour les autres, et pour nous aussi, que tu fasses un DEI d'éco, tu feras ta vague d'éco dans ton temps de travail. En fait, il n'y a pas de plus-value quand on a des diplômes supplémentaires ou dans ta formation continue. En revanche, toujours pareil, tu as l'autonomie d'exercice, d'articulation ville-hôpital, ça on espère vraiment que ça puisse se faire à partir du moment où on a un statut médical. Donc cette autonomie-là d'exercice, nous ne l'avons pas actuellement. Donc ça c'est fondamental. Et puis, il y a un truc que je voulais dire, mais c'est parti. Je sais pas. Alors, c'est ça, je leur dirai après. Alors, moi je vois bien comment on évolue, hein, puis à la fois nous dans le libéral, puis à la fois vous dans le monde hospitalier. On nous demande de plus en plus de responsabilités, des missions de plus en plus grandes, de plus en plus transversales, et donc qui dit responsabilité dit protection juridique. Comment ça va se passer? Ça, c'est quand même un des griefs les plus importants de nos collègues gynécologues obstétriciens, notamment dans le privé, et je pense que c'est une grande préoccupation également des gynécologues du public. Est-ce que la modification du statut va changer pour nous le mode de protection juridique? Est-ce que l'hôpital sera toujours derrière nous? Si on sort de la fonction publique, est-ce que ce sont des assurances privées? Quel coût ça va avoir? Alors, les praticiens hospitaliers ne sont pas dans la fonction publique. Hein. On est d'accord? Donc, à l'hôpital public, la protection, elle est pour tout le monde, que ce soit médecin, sage-femme. Les dossiers se gèrent, il y a les commissions juridiques et compagnie. Globalement, à part de tuer quelqu'un ouvertement et d'avoir une attaque de l'hôpital contre l'agent, que ce soit le médecin ou la sage-femme, on ne risque rien. Donc cette protection-là, elle existe, elle est inhérente à l'hôpital public, et qu'il n'y a pas de... ça ne changera rien globalement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Caroline. Ça pose pas, ça pose strictement pas de débat. Il n'y a pas. Je veux juste dire que concernant les demandes qui sont faites en matière de construction de statut, de ce qu'on y met dedans, il n'y a strictement aucune différence entre ce que propose Caroline et ce que nous proposons. C'est clairement ce qui est surprenant, je dirais. C'est clairement c'est pas surprenant, Caroline. Je sais bien que c'est pas surprenant parce qu'on a décidé ensemble, au bout de 3 ans de travail, la plateforme revendicative que l'on a défendue en manifestation militaire pendant plusieurs fois, si tu veux, elle porte cette plateforme. Vraiment, sur le fond, il y a entre nous aucun problème de fond. Alors après, on est juste à chacun avoir un point de vue différent sur la manière d'y arriver. Alors, je le dis, je suis beaucoup moins inquiète depuis que je sais que, bon, il suffit juste de voir si on s'inscrit dans le titre 2 ou le titre 4. Alors là, je pense qu'on va avoir enfin toute la profession qui va comprendre que le but du jeu, c'est de construire un bon statut, point barre. Voilà. De suivre la construction du statut, point barre. Et qu'en fait, il n'y a pas de désunion. J'ai pas beaucoup aimé ce que disait Marisol Touraine en disant il y a 2 points de vue complètement opposés. Quand elle a ouvert la réunion, rappelle-toi, elle t'a donné la parole en premier, elle me l'a donné en second, et je lui ai dit mais madame, je n'ai rien à redire sur ce que vient de dire Caroline Raquel, je suis d'accord sur tout. Il y a une seule chose qui nous oppose, c'est la façon d'y arriver. À la fin, elle a repris en disant, donc j'ai bien compris, toute la profession veut la même chose.
C'est ça qu'il faut arriver à faire. Parce que c'est vrai que toute la profession veut la même chose. Alors après, dans les groupes de travail, chacun va y aller de ses propositions, mais c'est normal. Dans une démocratie, on n'a pas tous le doigt sur la couture du pantalon, être d'accord sur tout. On va y aller de nos propositions, on va se convaincre mutuellement. Ça, moi, je vois pas pourquoi, moi je suis pas fermée des idées de quelqu'un d'autre, je pense que Caroline n'est pas non plus, on va se convaincre. Le ministère fera les arbitrages, ils ne vont pas nous appartenir. Mais si les arbitrages qu'ils font ne nous conviennent pas à la profession, c'est à la profession de dire que ça ne convient pas. C'est comme ça que ça marche. Moi, j'ai aujourd'hui, je suis contente aujourd'hui de pouvoir me dire que finalement, à part de savoir si on va dans un titre ou dans l'autre, et c'est le ministère qui finira par le dire, c'est ni toi ni moi, Caroline. Ça, je pense que là-dessus, ce ne sera pas nous. Le reste, on ne va pas avoir des revendications très différentes. Du coup, on va peut-être pouvoir avancer plus vite que prévu. Parce que moi, il y a quand même quelque chose qui me préoccupe, c'est que on a été conviés en septembre pour la réunion du 13 novembre au ministère sur les salaires. Le 13 novembre, c'est une réunion qu'on avait demandé depuis le mois de mai en intersyndicale avec Force ouvrière, la CFDT n'était pas là, enfin bon bref, le Sud, je ne sais plus qui y avait. Donc on avait demandé une ouverture de négociations salariales parce que depuis 2002 on n'avait pas été augmenté et puis on avait dit qu'on voulait ensuite discuter du statut des sages-femmes. Donc en septembre, on nous a dit on a les arbitrages de Bercy, la réunion aura lieu le 13 novembre, on va vous proposer une nouvelle grille. Bon, du coup là, on nous dit bon, bah, écoutez, attendez, on arrête les salaires, on n'en parle plus, on verra plus tard. Mais ça fait 12 ans qu'on nous fait le fou, quoi. Donc nous, on dit d'accord, nous on va faire tout ça, mais on veut aussi une commission qui discute des salaires, parce qu'il y a ce qu'on nous doit, ce que le gouvernement a appelé l'apurement de la dette de l'État envers les sages-femmes. Et puis il y a ce qu'on pourra négocier avec le prochain statut, c'est-à-dire qu'il y a 2 temps. Mais ce qu'on nous doit, c'est pas 100 €, c'est beaucoup plus déjà. Et ça ne veut pas dire qu'après, on ne renégociera pas en fonction du statut qu'on nous doit, quel que soit celui qui sortira du ministère. Donc il y a quand même quelque chose, moi, qui me contrarie beaucoup, c'est qu'on soit encore arrivé à nous retarder les négociations sur les salaires. C'est un peu facile, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ça. J'ai jamais dit ça. Hein. Tu veux, Caroline? Après, c'est juste que, effectivement, ce qui doit se faire en parallèle, parce que, encore une fois, tout le monde a avancé sans nous. Maintenant, on est obligé de se pencher sur notre question, puisque on est les derniers à être réévalués sur les grilles de salaire, donc forcément, mais ça c'est comme d'habitude, hein, comme on n'est pas identifié, on est à la fin. C'est pas faute que ce soit les centrales nous, de les solliciter, d'aller les voir, etc. Hein, ils commencent à nous connaître maintenant. Maintenant, ce que je voulais préciser aussi, c'est qu'il y a quand même une grosse majorité de la profession qui est partie sur ce mouvement le 16 octobre. Ça veut dire aussi que les sages-femmes veulent vraiment s'émanciper, donc ça c'est pas rien non plus. Et ce statut médical, je crois qu'en tout cas, vous l'avez bien compris et vous commencez vraiment à l'avoir intégré, à le porter, parce que c'est ce qui va nous changer la vie au jour le jour. C'est-à-dire que si là, nous ne sommes pas dans un statut médical, si nous n'y passons pas, nous serons une profession intermédiaire à vie. C'est très très clair. Et que même si les salaires sont négociés là, on en a pour 10 ans, encore. Parce que, encore une fois, on n'aura pas de poids. Et encore une fois, quand on n'est pas dans un statut médical, nous sommes vus par des conseillers techniques, et encore, et encore, et encore. Les médecins, quand ils vont négocier, ils n'ont pas de conseiller technique. Ils ont ou la ministre, ou le directeur de cabinet. Pour les libéraux, c'est pareil. Hein. Les professions libérales, médicales, donc les médecins, les hôpitaux, eux, c'est simple, ils vont voir la ministre. Les syndicats, ils vont voir la ministre direct. Au mois de septembre, elle a vu les 2 syndicats généralistes. Les autres, en tout cas pas les sages-femmes, ça c'est clair. Nous, on passe toujours par la case conseiller technique à qui on apprend ce qu'on fait. On se revoit la 2e fois, on lui rappelle ce qu'on fait et ce qu'on demande. Et la 3e fois, on ne peut rien faire pour vous. Voilà, globalement, c'est ça. Donc, vraiment, ce statut médical, on sent que la profession là sent qu'il faut que ça bouge maintenant, sinon c'est mort. Sur la comparaison de vos 2 propositions de statut, et là, dans une population à écrasante majorité féminine, je pense à ces petits avantages sociaux
avantages sociaux, je sais pas, mais le droit au congé de maternité, je pense à la possibilité de se mettre en disposition pour pouvoir aller faire, je sais pas moi, une partie libérale, s'est dégagé pour du réseau, faire un certain nombre de missions, ces petits avantages qui sont inscrits dans le droit du fonctionnaire, si je puis dire, qu'est-ce que ça va devenir pour nous ?